14 janvier 2025 et c'est la journée où la centrale de recrutement de la Ligue nationale a décidé de publier sa liste demi-saison pour le repêchage 2025. Sur le TSLH Podcast, on va parler de cette liste-là, des différents joueurs qui ont été classés plus haut, plus bas. On va regarder les listes des dernières années, voir est-ce que c'est si précis que ça, cette liste-là, pour la centrale de recrutement. Puis avec nous, on va avoir Marc-Olivier Daigle tout au long de l'épisode pour parler des espoirs, notamment de la LHJMQ, parce qu'il y en a beaucoup cette année qui ont été classés par la centrale de recrutement. Il va en avoir plusieurs dans le haut du repêchage également. Donc, par la suite, on va enchaîner avec les questions des membres Patreon. Marco, Pascal, comment allez-vous les boys pour cet épisode? Ça va bien? Ça va bien. Très excité. C'était un moment, le fun, la liste, là, c'est un peu d'engouement. C'était un fun à voir, là. C'est une belle année pour la GMQ, fait que c'est encore plus le fun là, pour nous autres. Très content aussi d'être là aujourd'hui, d'en parler aussi de. Ben, tu sais, le sujet principal, ça va être le repêchage. C'est sûr que je suis tout le temps content dans ce temps-là. Là. Donc, on se prépare tranquillement pas vite pour la séance de juin prochain. Bon, j'ai déjà ma barbe de série, fait que c'est pas long, dans le fond. Ouais, là, on parlera pas des séries du Canadien, mais bien du repêchage. Fait que là, ça va venir Mais après les séries, c'est en contradiction. Exact. Liste de la centrale de recrutement, c'est toujours un moment dans l'année où il y a certaines tendances qui commencent à se dessiner. On risque de le voir dans les nombreuses et nombreuses listes qui vont sortir à la suite de cette parution-là. Pour ceux qui écoutent, je vous rappelle, à la mi-février, le TSLH Espoir va sortir les listes de mi-saison. On va faire un classique podcast top 32 comme on fait à l'habitude avec Pascal, Simon et Seb qui vont présenter leur top 32 de mi-saison. Habituellement, c'est le gros show de l'année. Là. C'est le gros podcast où on vient vraiment se mouiller comme au préliminaire, mais de plus en plus les listes viennent à se canner, si on veut, au niveau de la mi-saison. Donc, ça va être à la mi-février qu'on va présenter ça. Du côté de la Ligue nationale, on se souvient que la centrale de recrutement n'est pas affiliée à aucune équipe, mais pour mettre en contexte, cette centrale-là est faite pour aider les équipes, si on veut, à mettre sur la table des noms pour cibler au niveau des équipes des joueurs à recruter. Marc-Olivier, toi, comme tu es un agent pour des joueurs de la LHJMQ, cette liste-là, au niveau des joueurs, puis au niveau des organisations aussi, si tu en sais un peu plus, comment on voit ça, la parution d'une telle liste par la centrale? Ben, c'est sûr que la liste, la liste, c'est un aide pour les équipes. Comme tu l'as dit, c'est pas aucune des équipes qui fait ça. La liste, la centrale de recrutement a leur propre équipe de recruteurs qui sont en charge d'éparpiller, pas d'éparpiller, mais de regarder vraiment tous les joueurs éligibles au repêchage de tous les âges, techniquement. Il faut une liste. Fait que ça devient un aide-mémoire pour les équipes. Mais tu sais, regarde, ce gars-là, la liste, là, le classé 50e. Moi, dans ma liste, je l'ai 150e. Je vais aller faire mes devoirs. Pourquoi ils l'ont classé là, et ainsi de suite. Ou je vais juste confirmer mes choses, et ainsi de suite. Fait que pour ça, c'est le fun. Évidemment, il y a tout le temps des surprises, comme sur chaque liste, où que tu dis, hey, ce gars-là est peut-être classé un peu haut, ce gars-là est peut-être classé un peu bas. À la fin de la journée, pour moi, en tant qu'agent, c'est tout le temps, regarde, ça prend juste une équipe, peu importe le rang, peu importe ce qui sort, ça prend une équipe, puis c'est ça qui est important. Fait que oui, c'est le fun d'avoir le nom sur la liste, mais ça ne garantit rien. Là. Est-ce que c'est quelque chose que les joueurs pas redoutent, là, mais ont hâte, ou bien c'est quelque chose, tu sais, vous, comment vous l'abordez dans le fond, votre agence, puis tout, avec vos joueurs? C'est quelque chose que vous préparez les joueurs, tu sais, que d'essayer de diminuer les attentes ou de contrôler? C'est quoi, dans le fond? Comment vous gérez ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, on va aller, on a des joueurs qu'on sait qui vont être dessus et des joueurs qu'on sait qu'ils ne seront pas. T'sais, on a déjà des conversations avec les recruteurs de la centrale de recrutement qui nous sont capables de nous donner un petit peu d'informations au préalable. Euh, c'est pas pour donner l'information aux joueurs, c'est vraiment nous pour se préparer à justement, ça va être quoi le résultat, puis comment
gérer les attentes avec le joueur. Je pense que la première liste qui sort au mois d'octobre, la liste préliminaire, c'est elle qui set un peu le ton, parce qu'il y a des joueurs qui se situent sur cette liste-là qui ne pensaient peut-être pas se situer, ils sont classés dans le A, dans le B, dans le C. Puis après ça, la deuxième liste, ils essayent de rester dans les mêmes eaux ou s'améliorer, évidemment. Ils ne veulent pas ne plus faire partie de la liste puis avoir descendu de rang. Mais c'est comme juste un outil qu'on regarde. Puis nous, en tant qu'agent, on ne veut pas, quand je vais avoir une discussion avec des organisations, je vais dire, regarde, moi, j'ai ce client-là qui est classé à tel numéro. Il n'y a pas eu d'entrevue, il n'y a pas eu de questionnaire encore de votre part. C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui fonctionne peut-être pas? C'est quoi le fit? Fait que ça nous permet d'aller chercher plus d'informations puis pouvoir reléguer justement cette information-là aux joueurs, de dire, regarde, cette équipe-là, ça fait peut-être pas parce qu'on veut qu'ils travaillent ça. Fait que ça nous permet de faire les ajustements là, nécessaires là, avec nos joueurs. Là. OK. Quand on regarde la liste de l'an passé, faisons l'exercice rapide avant d'y aller plus en profondeur dans les différentes listes pour analyser les tendances et voir comment on voit le classement de certains joueurs cette année pour la mi-saison. L'an dernier, dans la liste nord-américaine, pour les patineurs nord-américains, Zane Parek, 5e, Trevor Conley, 6e. On le sait au repêchage, ça a été un petit peu différent à ce niveau-là. On a eu Michael Age qui a été classé 10e chez les patineurs nord-américains. Quand on mélange les patineurs européens, ça devient quand même réaliste comme classement. Fait que des fois, il y a des tendances qui se dessinent quand même rapidement avec cette liste-là. Mais à l'inverse, il y a des tendances qui sont tout simplement pas respectées. Je pense à un Beckett Seneca qui était classé dans la liste finale de la centrale au 13e rang. C'était un gars qui était en fulgurante ascension dans les différentes listes. Puis à la centrale, on est resté sur... On était mi-figue, mi-raisin. Là, on voulait pas trop le monter comparativement aux tendances. Puis on l'a gardé 13e. Finalement, il a été sélectionné 3e au repêchage. Du côté de l'Europe, on se rappellera qu'Ivan Demidov était classé 2e par la centrale de recrutement à la fin de la saison, donc derrière Anton Silayev qui est sorti, si je me souviens bien, au 15e rang, 12e rang. 10e rang. 10 ou 11. 10e rang. 10 à New Jersey. C'est ça, je savais avec New Jersey, mais je me souvenais, moi les chiffres, là, pas ma force, mais je me souvenais qu'il était en dehors du top 10 par exemple. Mais on voit vraiment qu'il y a des tendances qui sont pas très respectées. Un Emil Hemming, qui à la mi-saison était 5e, à la fin de la saison est 6e, finit par être repêché par Dallas en fin de première ronde. Fait que, est-ce que c'est un exercice qui va venir prédire exactement la tenue du repêchage? Non, comme n'importe quelle liste. On va se rappeler, n'importe quelle liste ne peut prédire ce qui va arriver au repêchage. C'est vraiment une liste des meilleurs espoirs selon les observateurs qui la bâtit. Exact. Parce que il ne faut pas oublier que cette liste-là, les équipes ils ont des besoins. Ils ont des besoins plus que. Il y a peut-être besoin de plus de défenseurs, de profondeur de défenseurs, de gardiens de but, d'attaquants, d'alliés droits, d'alliés gauche, peu importe. Fait que, la liste, eux autres, quand ils la font, ils n'ont aucun besoin. C'est selon eux autres qui la font. Fait que c'est sûr que c'est là qu'on va voir des surprises, peut-être, où il y a des équipes qui vont tomber en amour plus avec d'autres joueurs que la liste a peut-être moins aimé ou le viewing n'est pas le même. C'est pour ça que il y a tant des surprises. Mais un Beckett Seneca qui sort 3e qui est classé 13, peut-être qu'Anaheim, eux autres, c'était ça le besoin, puis ils ont aimé la progression, puis ils voyaient dans le futur, ça fitait avec l'organisation, ça fitait avec tout. C'est pour ça que des fois, il y a des petits changements par rapport à ce que la liste va dire. Là. Ouais, puis c'est la même chose pour nous autres, pour nos listes aussi. On n'a pas de besoin X, là, fait que on y va selon nos projections personnelles, puis il y en a qui ont une tolérance un peu moins élevée au risque. Comme moi un peu. Il y en a qui aiment vraiment plus le talent, le patin, bref, peu importe ce qui arrive. Là, en tant qu'observateur, on a nos billets, mais en tant qu'équipe, c'est encore pire. Tu as une directive sûrement X. Là, fait que... Exact. Ça reste que c'est des projections sur des jeunes qui ont la majorité de 17 ans. Là. C'est ça. Fait que tu projettes différemment d'une organisation à l'autre.
Allons-y plus en profondeur dans les différentes listes. La centrale qui classe Matthew Schaefer, premier espoir du côté de l'Amérique du Nord. C'est pas vraiment une surprise à notre niveau là, au TSLH. On avait Pascal et Seb qui l'avaient premier au préliminaire, à la diffusion de nos listes préliminaires. Je sais pas, Marco, est-ce que tu as eu la chance de voir Matthew Schaefer au championnat mondial junior avant qu'il se blesse cette année? Ouais, je l'ai vu là, puis je l'ai vu aussi, tu sais, j'ai surtout remarqué là, au match qui ont fait les meilleurs espoirs versus l'équipe américaine. C'est ça, moi, qui m'a vraiment impressionné de lui, parce que, tu sais, c'est un défenseur qui est très mobile, qui n'a pas peur de se porter en attaque, mais tu sais que, tu sais, il y avait ce petit challenge-là dans sa game, où, ce que, tu sais, des fois, il peut arriver à, tu sais, égalité avec un joueur 50-50 ou un 50-50 pop, qu'on pourrait appeler, ben, il va. Tu sais, il y en a d'autres qui vont peut-être dire, je vais jouer l'option safe, puis, tu sais, je vais défendre, tandis que lui, il challengeait, tu sais, il y a une des échappées qui a fait une montée qui a fait que donné la rondelle, ça donne un but, peu importe, mais il n'a pas peur de challenger, puis c'est un gars qui est confiant. Tu vois qu'il amène un swagger, il y a un aura autour de lui. Fait, il a toutes les qualités pour être un bon défenseur au niveau de la Ligue nationale. Puis sa projection, je pense que tu es capable de voir que ça va être un gars qui va jouer des grosses minutes, qui va jouer dans ton avantage numérique. Tout. Fait que ça fait très du sens. Là. Ça fait beaucoup de sens qu'il soit classé à ce numéro-là parce qu'il y a les atouts. Puis faut oublier que c'est un presque late. Que je dis par Ouais. là, c'est que c'est un 5 septembre. La date pour le late au niveau de la nationale, c'est le 15 septembre. Fait que ça fait en sorte que lui, il est 9 mois en retard, comme on pourrait dire, sur certains autres joueurs de son développement. Il est déjà à ce niveau-là. Fait qu'il y a beaucoup de clubs qui savent qu'il peut être patient parce que c'est un des plus jeunes de l'AQB. Fait que ça intéresse beaucoup d'équipes. Puis je pense qu'il mérite son numéro 1. Presque late de l'année prochaine, tu parles? Ouais, exact. Ah, c'est ça. Il a toujours d'être drafté en 2026. Là. Ouais, c'est ça. 9 jours. Très, très proche. Ça aurait été le fun, par exemple, de voir le débat entre Gavin McKenna et Matthew Schaefer, honnêtement. Mais ça sera pas le cas. Non. Mais ça aurait été plaisant. Du côté de l'Europe, Pascal, Victor Eklund, qui se retrouve au premier rang de la liste pour les Européens. Comment tu as vu, premièrement, ce classement pour Victor Eklund? Il est devant Anton Frondel et devant Ivan Ryabkin. Ryabkin, c'est pas nécessairement une surprise, mais devant Frondel, est-ce que ça t'a surpris pour Eklund? Non, pas vraiment. C'est un peu pas la saveur du mois, là, mais tu sais, dans le dernier mois et demi, il y a beaucoup de commentaires positifs sur Eklund. On le voit augmenter dans les listes et tout, là, des observateurs sur Twitter et tout. C'est pas une grosse cuvée d'Européens cette année. Il y a une profondeur, mais c'est pas une cuvée élite. C'est vraiment plus un repêchage de Ligue canadienne de hockey. Avec Ryabkin qui avait de la misère en MHL et en VHL, puis qui a juste été réduit en KHL, ben il fallait s'attendre à ce qu'il baisse chez les observateurs. Donc là, il est 3e cette année. Là, il est en USHL à son 2e match. Il a été suspendu 3 matchs à cause d'un genre de jambette, un slew foot, là. C'était mérité, mais c'était plus un renversement parce qu'il était vraiment plus fort que l'autre, que d'autres choses, mais sa jambe était là, donc c'était quand même dangereux. Anton Frondel, c'est pas la même affaire que Ryabkin, mais il y a quand même il y a une blessure, il s'est promené un peu entre la G20 nationale et la Hockey Allsvenskan. Ça fait en sorte que, tu sais, on se pose des questions un peu sur son jeu parce qu'il n'y a pas de stabilité nécessairement. En plus, il a joué au junior 19 ans, au moins 19 ans. Et bon, Eklund, lui, ben, il est direct comme une barre depuis le début de la saison, c'est-à-dire il joue dans la Hockey Allsvenskan, il y a une production offensive, il y a un impact, il y a de la hargne. Tu sais, William Eklund, son frère, c'est un peu ça quand on parlait de lui à son année de repêchage, c'est-à-dire que il va dans les coins, il va devant le net, c'est pas le plus gros, mais il arrête jamais, il est quand même bon en défensive aussi, bon bâton, il lâche jamais. Ben Victor, c'est la même affaire, sauf que Victor l'a fait dans Hockey Allsvenskan. Et son frère le faisait dans SHL. Mais au moins, Victor, lui, il produit un peu plus. Normal, c'est une moins bonne ligue, là. Mais non, je suis pas étonné du tout. Est-ce que je vais suivre la même tendance dans mon mid? Je sais pas. Je penserais pas que je l'aille aussi haut que premier européen. Mais c'est sûr que son ascension est très, très, très fondée parce que sur la glace, il
très constant. C'est ça qu'on a peur souvent dans les Hawks Svenskan. C'est soft comme ligue un peu, puis les jeunes, leur temps de jeu, c'est un peu mitigé, mais lui, peu importe son temps de jeu, il demeure solide, donc c'est pas pour rien qu'il est là. Puis, un des joueurs qui m'a... Ben, en fait, c'était pas une surprise, parce qu'on n'avait pas prédit, mais on en avait parlé de ce joueur-là, que son étoile pâlissait un petit peu en début de saison, et c'est Jacob Wozniak, qui se retrouve au 7e rang des patineurs européens. Derrière Eric Nielsen, Wojtek Shihar qu'on a vu au championnat mondial junior, Milton Gastrin également qui est devant Wozniak. Est-ce que, Pascal, la chute peut se continuer dans le cas de Wozniak, parce que c'est une chute qu'on avait anticipée quand même au début de la saison, là? Ouais, je suis quand même assez étonné qu'il soit en dessous de Chiach puis Nielsen, parce qu'il y a pas mal plus de talent, mais c'est la constance et l'effort et tout. Quand on a fait notre... je vais arrêter de dire et tout un jour, là, inquiétez-vous pas. Quand on a fait notre ranking en novembre, tu sais, Wozniak, on mentionnait, tu sais, au début de la saison, ça a été difficile. Son Linka aussi, ça a été difficile, mais il a tous les atouts pour être vraiment impressionnant sur la glace. Puis juste avant notre liste, il y avait eu une semaine, 2 semaines qui étaient pas mal plus physiques, plus impliqués. Puis ben, c'est encore là, mais il y a des matchs ou des présences que c'est plus difficile. Donc, la chute, je pense pas qu'elle va être incroyable. Mais est-ce que c'est encore un espoir de première ronde? Pour les équipes, je sais pas. Pour ma liste, on verra. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation à côté de son nom. Puis c'est pas pour rien qu'il descend. Eric Nielsen, il a moins de talent, mais il est beaucoup plus impliqué dans l'action. Je pense pas qu'il va sortir avant lui, bon, mais on sait jamais. Puis si Ash, ben, même affaire. C'est juste qu'il est vraiment, vraiment rapide. Il est vraiment impliqué. C'est un gars très responsable aussi, mais je trouve pas qu'il y a un shot incroyable. J'ai lu il y a eu comme un prospect profile sur lui dans la publication de la Ligue nationale de hockey. Puis il l'évalue comme ayant un laser comme tir, puis il a vraiment une bonne vision du jeu. Il dit, je sais pas s'il regarde la République tchèque, mais c'est pas ça qu'on voit pantoute, là. Il est correct. Il a un impact, il est physique, il est rapide, mais son tir, il est pas menaçant pantoute. Puis il crée pas de jeu. Il perd tout le temps. En tout cas, des fois, je comprends pas trop, là. Mais on l'a vu aussi au World Junior, c'était pas fameux, là. Mais je comprends Wozniak, pourquoi il descend de même, là. Mais faut pas oublier le potentiel. La projection pour lui, s'il s'en vient en Amérique du Nord, en fait, risque d'être pas pire. Marc-Olivier, en fonction de ton expérience, on parle de Wozniak, puis à chaque année, il y a tout le temps un de ces joueurs qui, l'année précédente, était vraiment vu comme un super espoir, qui était censé sortir en première ronde. On se rappelle encore à Aaron Keviariou qu'un an avant son repêchage, tout le monde le voyait dans le top 5 du repêchage, finalement fini en 4e ronde. Lui, d'ailleurs, dans la liste de la centrale finale l'année passée, était encore dans le top 10. Fait que, comment on peut expliquer des baisses drastiques comme ça lors des années repêchage? Comment un espoir peut soudainement perdre de son lustre ainsi à son année repêchage? Mais c'est qu'il y a beaucoup de... Tu sais, la première liste, comment elle est faite, il y a beaucoup de réputation qui va être à propos de ça. Il y a beaucoup de basé sur la réputation, ce qu'ils ont fait dans le passé. Je prends, mettons, le junior majeur, ils ont été repêchés à quel rang, et ainsi de suite. Il y a beaucoup qui est basé sur la réputation, puis après ça, plus que tu as de viewing, tu regardes un peu, OK, c'est quoi les atouts qu'il y avait dans le passé? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il y a une constance là-dedans? Puis il y en a beaucoup que ça va jouer là-dessus. Est-ce que, OK, il a atteint ce niveau-là, mais on ne l'a jamais vu atteindre ce niveau-là. C'est un très bon joueur junior, un très bon joueur, peu importe, mais il n'a jamais atteint l'autre niveau qui nous fait, sans dire confirmer, parce qu'il n'y a jamais de confirmation, mais qui nous donne un peu plus de jus pour dire, OK, lui peut passer à ce prochain niveau-là, tandis qu'il y en a d'autres que leur progression est plus importante. C'est pour ça qu'il y a des joueurs, des fois, dû à la réputation, qui ont des atouts, mais qui n'ont pas été capables d'élever leur jeu peut-être au standard que le monde s'attendait, qui vont chuter à ce niveau-là. Puis il y en a d'autres qui sortent un petit peu de nulle part, qu'on n'a peut-être jamais entendu dans les années précédentes, qui n'ont peut-être pas la même réputation que certains, que là, boum, ils sortent de nulle part, puis hey, ça devient
des hauts choix au repêchage, puis on commence à en parler, mais c'est juste parce que leur progression puis les atouts qu'ils ont démontrés, ils ont été capables de monter une progression, un développement constant là-dedans. Puis c'est ça que les équipes veulent. Comme je disais tantôt, tu repêches un gars de 17 ans, qu'il soit bon à 17 ans, parfait, mais toi, tu veux qu'il soit bon à 20, à 21, à 22, à 23 pour être au niveau de la nationale. Fait que si tu n'as pas la confirmation que ces atouts ils ont développé, ben c'est peut-être ça qui fait un petit bémol sur ce joueur-là. Là. Oui, parce que c'est toujours particulier. Cette année, on parlait beaucoup de James Higgins, de Michael Misha, de Porter Martin, Roger McQueen. Quand on revient dans la CHL, plutôt en Amérique du Nord, c'était souvent ces noms-là qui sortent. Puis là, du jour au lendemain, depuis le tournoi Linka, en fait, que nous, on en parle, mais c'est quand même là qu'il s'est montré au grand jour. Mais Matthew Schaefer sort, puis lui arrive premier comme ça. Fait c'est vraiment un aspect de progression de son année passée à cette année, ou plutôt, l'année passée, on était peut-être ébloui par certains joueurs, puis on n'avait peut-être pas nécessairement le focus sur un Matthew Schaefer qui produisait pas nécessairement, mais qui offrait quand même du bon hockey. Ça se pourrait-tu? Ben, c'est sûr que oui. Puis, tu sais, je veux pas, en tant que défenseur, des fois, c'est un peu moins flashy. Puis, c'est facile de flasher sur l'attaquant qui a tout le temps dominé, qui a tout le temps fait ci, fait ça. Mais à la fin de la journée, tu sais, puis l'autre affaire qu'on ne prend pas en compte, c'est que, tu sais, dans nos dernières années, au terme du repêchage national, on a été quand même, tu sais, le mot, c'est peut-être pas chanceux, mais tu sais, on savait tous que ça allait Macklin Celebrini. On savait tous que c'était Connor Bedard. On savait tous, tu sais, fait que c'était tout le temps des first sure shots, tandis que cette année, oui, on a beaucoup de noms qui étaient dans le mix-là, mais il s'est mis sur la map, ne veut pas, avec son jeu, puis il a fait réaliser beaucoup de choses au monde, puis tu sais, il est une coche en avant de sa position par rapport aux autres, tandis que tu sais, que tu regardes des gars comme des Roger McQueen, que tu regardes des gars comme Porter Martin, c'est des gros bonhommes, il y a beaucoup de choses dans leur game qui sont similaires. Quand tu regardes le gap entre Matthew Schaefer et les autres défenseurs, il y a quand même un gros gap. C'est ça qui le fait en sorte qu'il a une coche et qui est là au numéro 1. Mais oui, ça a été une surprise parce que il n'y a personne qui aurait pu prédire l'an dernier que cette année, Matthew Schaefer aurait été premier classé sur la liste au midterm ranking. Là. Parlons de défenseurs, de souligner les points, gros défenseurs. Puis Pascal, je suis curieux de t'entendre là-dessus. On revient dans la liste des patineurs nord-américains et au 6e rang, Ratim Murtka, qui se retrouve là quand même. C'est une bonne surprise pour les gens qui suivent ça, quand même, les espoirs. Crois-tu que son étoile va continuer de briller malgré le fait qu'il n'était pas au championnat mondial junior? On l'a comme laissé de côté. Mais maintenant, il est dans CHL, par exemple. Fait est-ce que ça va aider pour le repêchage 2025, selon toi? C'est sûr que oui. Tu sais, l'année passée, il y a eu une bonne saison quand même. À l'international, il avait été bon. Début de la saison en République tchèque, écoute, c'était pas facile parce que probablement qu'il voulait s'en venir, puis son équipe le savait, puis un peu comme en Russie, on l'utilisait vraiment pas beaucoup. Il a été rétrogradé en U20. Il a joué, je pense, quelques matchs aussi en 2, en Tchéquia 2, dans la deuxième ligue en République tchèque. Puis là, finalement, il s'en vient à Seattle, enfin dans WHL. Je suis vraiment content parce que moi, c'est un défenseur que j'aime bien. J'avais 15e dans ma première liste. Puis, I stand by it. Je pense que ce que je vois dans WHL confirme un peu ce que je voyais cet été aussi. Puis en début de saison, c'est le profil. Puis je pense pas qu'il va baisser nécessairement parce qu'il y a beaucoup de confiance. Il demande beaucoup de bonnes choses à Seattle. Des deux côtés de la patinoire, réussi à s'impliquer physiquement aussi. Puis l'adaptation, c'est quand même fait rapide. Puis ce qui était le fun, c'est qu'il n'a pas eu peur. Il allait, il drivait le jeu, il fonçait comme 4e attaquant, dans le fond, pour appuyer l'offensive en deuxième vague. Puis lui aussi, il pouvait monter à la puck, bonne première passe. Fait que non, surtout avec son gabarit, la centrale, on le sait, il aime ça un gros bonhomme, là, mais 6 pieds 5 et 3 quarts. 6 pieds 6, on va se le dire. Puis quoi, il est 207 livres. Puis il patine vraiment bien. C'est pas un Silayev. Au début de la saison, en août, je pense, j'avais fait un texte, pas un profil, mais un peu pour présenter. Puis j'avais dit... Parce que c'est le Anton Silayev de cette année, dans le fond. Puis, c'est pas le patin de Silayev, mais il est meilleur un peu partout.
parce qu'il est plus solide. Mhm. Enfin, il est vraiment plus solide dans ses décisions. Par moi à Puck, il suit plus le joueur. Peut-être un peu moins mean quand il a une mauvaise journée, là, mais je l'aime vraiment plus que je l'aimais Silaev. Donc, 6e en Amérique du Nord. J'ai rien contre ça. Dans le mock draft, je pense que je l'ai mis comme assez haut, autour du 10e. Puis ça me tentait de le mettre plus haut que ça, mais j'ai choqué un peu. Puis là, je vois cette liste-là, c'est comme, pas si fou que ça, dans le fond. Mais il y a quand même du monde qui le met haut, là. C'est tout qu'un défenseur droitier. S'il sort entre 10 et 15, ça serait pas dégueu qu'un certain Bobroff fasse un petit speech pour aller chercher. Ça serait pas ça. Pascal, je glisse une question d'un membre Patreon. C'est concernant Roger McQueen. Puis Marc-Olivier, je suis convaincu qu'avec ton expertise d'agent, tu vas être en mesure aussi de nous éclairer par rapport à ça. Et c'est au sujet des blessures concernant le repêchage. Là, présentement, on a Matthew Schaefer qui s'est blessé au championnat mondial junior. Blessure qui va le tenir à l'écart pour 2 mois de mémoire. Jusqu'à mi-février ou fin février, selon Nicolas Cloutier, je pense. C'est aujourd'hui qu'il dit ça. Ben ça, c'est concernant Roger McQueen. Ouais, c'est ça que tu disais au début de ta phrase. Matthew Schaefer que je parlais au début de la phrase. J'ai compris Roger McQueen, désolé. Mais c'est là que je m'en allais, Pascal. C'est parce que tu lis dans mes pensées. On est tellement connectés sur le podcast que c'est ça. Roger McQueen qui est blessé depuis quelques temps va revenir dans le coin de février. Est-ce que c'est possible pour Roger McQueen de glisser en dehors du top 5, Pascal, puis qu'un gars comme Caleb Desnoyers ou Anton Frondel, c'est une question de Simon Limoges sur Patreon. Est-ce que c'est possible que Roger McQueen, à cause de sa blessure, glisse en dehors du top 5? Oui, mais tu sais, quand Caden Lindstrom l'année passée, il n'a pas vraiment rejoué sérieusement. Il a joué en première ronde, là, mais c'était pas nécessairement le vrai Caden Lindstrom. Mm-hmm. Mais McQueen va revenir. Donc là, pour l'instant, spéculer sur est-ce qu'il va rester pareil ou qu'il va descendre, c'est pas de parler dans le vide, mais on a tellement peu de données concernant lui qu'il faut juste se fier à ce qu'on a déjà vu dans le passé. Ce qu'on a déjà vu dans le passé, ça n'a pas changé. La seule affaire qui a changé, c'est que là, les blessures, point d'interrogation. Fait que c'est sûr, sa tendance est vers la baisse un peu, mais je pense pas que, mettons que le repêchage était aujourd'hui, je penserais pas qu'il descende en bas de 6-7. C'est sûr qu'il y a des équipes qui vont avoir peur de ces blessures-là, des gros bonhommes qui ont des blessures importantes au dos, ben, au genou ou whatever. Là. Il commence à avoir des exemples de ça, de plus en plus. Mais tu sais, New York, là, s'il choke vraiment jusqu'à la fin de la saison, puis qu'il repêche entre 6 et 10, puis que ce joueur-là est disponible, c'est sûr qu'ils vont sauter dessus parce qu'il est pas si loin que ça de la Ligue nationale de hockey. Puis ils sont pas en reconstruction eux autres, fait ils peuvent risquer comme ça, ou bien juste de partir de leur choix. Là. Mais bref, je pense pas qu'à l'heure actuelle, il descendrait beaucoup. Mais s'il se blesse avant une série, ou bien qu'en fin de compte, il rejoue pas, ou bien il rejoue juste par rapport aux séries, c'est sûr que ça va amener plusieurs points d'interrogation, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Puis le fait qu'il soit 4, ben ça démontre un peu le point. C'est-à-dire que on se fie un peu à ce qu'on a déjà vu par le passé. Mm-hmm. Puis je veux pas, les équipes vont faire leur devoir aussi. C'est quoi l'historique de la blessure? Y a-tu été blessé là avant? C'est une première fois. Puis les équipes vont l'amener au combine, ils vont voir les tests médicaux, ils vont voir les entrevues. Fait que tout ça peut venir confirmer que, hey, regarde, on n'a pas à s'en faire, puis c'est correct. Ou peut-être plus un risque, fait qu'on va peut-être sauter notre tour là, à ce rang-là. Exact. On a juste pas encore les réponses. Mm-hmm. J'ai juste hâte de voir, tu sais, lorsqu'on regarde comment Caden Lindstrom, ça va du côté de Columbus, j'ai hâte de voir si on va encore tenter le coup, si on veut, tu sais, parce que Caden Lindstrom, les examens ont été faits, tu sais, les tests ont été faits, puis mais Columbus semble un peu regretter cette sélection-là présentement. Ils vont l'encadrer, ils vont faire en sorte que ce gars-là soit un joueur d'impact dans l'organisation. Ça, c'est très normal. Je veux dire, tu le sélectionnes, c'est sûr que tu vas l'encadrer par la suite. Mais est-ce qu'on referait le repêchage présentement puis Columbus prendrait la même décision? Je pense que non. Fait que est-ce que les autres équipes qui ont vu ça aller vont se dire là, t'as un Roger McQueen qui s'est blessé quand même régulièrement cette saison, des bonnes périodes d'absence. Est-ce qu'on va se risquer d'y aller encore? Puis
risquer de faire un peu comme les Blue Jackets, c'est là, moi, que je me pose la question. T'sais. Puis, Frank Guérin, en commentaire sur Patreon, posait la question, est-ce que la blessure de Matthew Schaefer peut jouer sur son choix de première ronde? Je pense qu'au talent qu'il a, je pense qu'avec ce qu'il a montré présentement, c'est pas nécessairement une blessure qui va l'empêcher d'être choisi premier. Là, ça va plus affecter un gars comme Carter D'Amico. Amico qui s'est blessé puis il est fini pour le reste de la saison. C'est un joueur que cet été, on pouvait peut-être voir en première ronde. Ça va pas bien pour le programme américain cette année. Puis là, se blesse. Saison terminée. Lui, c'est sûr que ça va avoir un gros impact parce que les données qu'on a sont pas assez étoffées pour vraiment dire OK, on va le mettre en première ronde. Puis là, je le vois pas pour l'instant. Je cherche son nom. Dans 39e. Tu sais, c'est quand même bas pour le profil défenseur. C'est un gars qui est très mobile, 6 pieds 5, qui est gros, il est mean. Défensivement parlant, c'est pas toujours top. Offensivement parlant non plus, mais il y a des atouts pour que ce soit un A.J. Emery ou ben whatever. Là, ça aurait pu être un gars de fin de première ronde ou de deuxième ronde, mais là, la blessure, le programme américain qui allait pas super bien, la chute va être assez vertigineuse pour lui. Puis tant mieux pour une équipe qui va le chercher en 2 ou en 3e ronde à la fin. Là. Mais il y avait le potentiel de sortir plus tôt que ça. Là. Ouais, parce qu'aussi, il ne faut pas oublier que la blessure, mettons une blessure dans son cas, t'es pas vu une majeure partie de la saison. Ça fait mal. Fait que, pas, les équipes, ils voient d'autres gars, ils tombent en amour avec d'autres gars aussi. Fait que tu te fais skipper. Oui, ils savent que tu es là, mais ils en voient d'autres là, pendant que tu n'es pas là. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Là. Exact. Pascal, avant de sauter avec les joueurs de la LHJMQ, ta plus grosse surprise dans le classement de mi-saison de la centrale de recrutement jusqu'ici? La plus grosse surprise? Écoute, ben, j'aurais parlé de Murka, si on n'avait pas parlé plus tôt, là. Mais Cameron Schmidt, je pense, là, au 30e, oui, c'est un gars de 5 pieds 7, mais on le connaît, c'est comme Logan Stankoven, c'est un hargneux qui a un tir incroyable, qui a une bonne rapidité, qui est étonnamment physique. C'est sûr que dans le national, ça va être plus difficile de jouer ce game-là. Il sortira probablement pas en première ronde. Mais 30e, c'est quand même loin pour ça. Puis là, je parle pas de Cole Reshney. Tant pas d'avoir une veine qui sort là. Parce que sérieusement, c'est vraiment bas de le mettre quoi, 34? Ouais, 34, mais si tu veux. Il y a pas depuis le novembre, sa saison va bien, mais pas comme je voudrais non plus. Donc je comprends pourquoi il est aussi bas que ça. Là. Mais t'es un peu déçu pour Cameron Schmidt, puis quand même content pour Jack Nesbitt au 16e rang. Je pense que c'est mon servant qui l'a mis comme 32 ou 31 à sa liste. J'avais mis 39, mais il va être plus haut que ça. C'est un excellent joueur, facilement projetable dans le national de hockey. Puis vu que la centrale aime les gros bonhommes, ça ne m'étonne pas pantoute qu'il soit là. Gardez son nom en tête. En plus, il y a un nom de vedette, en tout cas. Ben, tu sais. Nesbitt, c'est un gros bonhomme que il commence à grandir dans son corps. Là, ça, c'est 180, 185 livres. Là. Ouais, fait que, la maturité physique n'est pas là encore. Fait que, tu vois qu'il va juste prendre du galon. Son équipe, il joue au premier centre au début de la saison, puis il produisait quand même correct. Son équipe a acquis beaucoup de joueurs. Là, il joue 3e centre, puis il produit quand même. Fait que, non, caractère responsable, physique. Vous le connaissez sûrement, mais regardez-le encore plus. Moi, mes plus grosses surprises vont être au niveau des gardiens de but, puis on va avoir l'occasion d'en parler parce qu'il y a quand même quelques espoirs de la LHJMQ qui se sont bien démarqués dans la colonne des gardiens de but. Mais parlons quand même des joueurs de la LHJMQ. Marc-Olivier, tu es agent de plusieurs joueurs qui sont admissibles au repêchage cette année. On va en venir à parler des plus gros espoirs en Caleb Desnoyers, Justin Carbonneau et tout. Mais comment tu as vécu le classement de ton client?
Monsieur Nathan Quinn des Remparts de Québec qui se retrouve quand même. Là, j'ai pas la liste devant moi exactement. 56. 56, ouais. 56, c'est ça. Ben, OK, c'est bon. La liste que j'ai imprimée ne se rendait pas malheureusement là, mais 56 pour Nathan Quinn des Remparts de Québec. Comment tu vois ce classement-là comme agent et comment ça a été perçu aussi de la part de ton client? Bien sûr que c'est une belle surprise. C'est sans dire que c'est une surprise pour moi parce que on a des discussions, puis le joueur aussi, il y a des discussions aussi avec des équipes, puis tu sens l'intérêt qu'il y a, et ainsi de suite, le vibe qu'il y a autour de toi quand que les choses vont bien. Mais est-ce que Nathan Quinn, tu m'avais dit l'an passé, il serait 56e à ce moment-là? Non. Si tu regardes la production offensive de Nathan l'an passé, quand il est rentré avec les Remparts au milieu de saison, il y a une période d'adaptation, mais je pense que qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est aussi haut présentement? Puis, tu sais, est-ce que ça va s'améliorer avec la fin de saison pour la liste finale? Potentiellement. Mais c'est un joueur avec une progression qui est juste vraiment impressionnante. Tu sais, son éthique de travail, c'est un gars qui est très, très, très coachable. Tu sais, puis il y a des atouts offensifs et un hockey IQ qui est assez plus élevé que la moyenne. Tu sais, il y a vraiment des dominantes, comme on a déjà parlé. Puis ça fait en sorte que les équipes, même si c'est pas un gros gabarit, parce que c'est un 5 et 11 et demi, ils sont capables de le projeter dans des rôles. Tu sais, je pense que c'est au niveau de l'ingénieur, c'est un joueur qui peut être projeté comme un joueur, un centre de troisième trio avec des responsabilités défensives qui peut aider en offensive aussi, mais tu sais, sa créativité, elle a progressé, son jeu de passe, il a progressé, tu sais, c'est un gars qui a une belle glisse. Fait que, il y a beaucoup d'atouts qui font en sorte que Crème, ces atouts-là, ben, ils transfèrent au prochain niveau. Fait que, est-ce que c'est une surprise? Évidemment, je suis son agent, fait que la réponse est non, parce que dans ma tête, il devrait être là, il est encore mieux. Mais même pour lui, je pense pas que c'est une surprise parce qu'il fait le travail, les résultats sont là. Fait que ça faisait du sens à ce rang-là. Là. Ouais, c'est vraiment sa progression, comme tu parles, qui est impressionnante par rapport à l'année passée. Je l'ai vu une couple de fois, vu que je suis un fan des Sags. Donc, il m'a gossé une couple de fois, tu sais. C'est l'intensité, le moteur. Le il y a eu un gros but contre les Sags jusqu'à il a pris la rondelle, il a joué 2 défenseurs, puis il score un beau but. Mais ça, c'est un but que, tu sais, il sait, comme tantôt, je parlais avec de Matthew Schaefer, parce que, tu sais, il a des habiletés de patin, une glisse excellente. Tu sais, oui, il faut qu'il y ait encore des choses à travailler, c'est normal. Mais c'est tellement une force que quand il paye sa gâchette, ben, son patin, il va le battre, puis il va challenger, puis il s'est rendu, puis c'est un gars offensif, parce qu'il est produit offensivement, fait il va trouver le moyen de la mettre dans le fond du filet. Fait que c'est sûr que la progression, c'est incroyable. Là. On a notre promo, Nathan Quinn, Nathan Quinn comparé à Matthew Schaefer. Non, ben, c'est Joe. Mais l'agent de Nathan Quinn. Bref, non, mais bref, c'est ça. Depuis le début de la saison même, il y a encore une progression, puis il y a un impact, là, fait que je suis d'accord avec son classement, il est quand même assez juste. Il pourrait être plus haut peut-être, là, mais maintenant, il faut que tu mettes les joueurs à une place. Là. Fait que, c'est ça. Caleb Desnoyers, 7e. Ensuite, on retrouve Justin Carbonneau au 13e. Donc, si on se fie à la tendance de la centrale de recrutement, on devrait avoir 2 joueurs de la LHJMQ dans la première ronde. Même en ajoutant les patineurs européens, comme c'est pas une grosse cohorte, il y a peu de chances que Carbonneau sorte du... Si on se fie à la liste, là, si on se fie à la liste présentement, là, peu de chances que Carbonneau sorte du top 32 pour le repêchage 2025. Pascal, est-ce que tu penses que Caleb Desnoyers pourrait continuer de grimper dans ces listes-là et potentiellement se frayer un chemin dans le top 5 du repêchage comme on peut le voir dans certaines listes présentement? Moi, c'est sûr que oui, parce que il y a un profil vraiment facilement projetable dans le national de hockey. C'est vraiment la seule affaire qui reste à déterminer un peu, c'est le potentiel offensif maximal. Mais même là, si c'est un gars de 50-60 points, toutes les impondérables qu'il amène, c'est-à-dire que c'est un gars physique, responsable, qui est là quand ça compte, il dérange après les sifflets, c'est un gars qui il finit ses mises en échec. En tout cas, bref, comme on le dit souvent, prototype joueur de hockey. Donc, il y a tous les atouts, puis en plus, c'est un centre. Fait que la seule affaire qui compte, lui, c'est est-ce qu'il y a un potentiel offensif incroyable ou juste correct, puis il joue dans la LHJMQ. Il y a quand même un biais des équipes souvent vers la LHJMQ. Pas toutes les équipes, mais il y en a quand même un, on le voit là.
Donc, moi, je pense qu'il pourrait monter plus que ça. On le voit de plus en plus là, chez les observateurs aussi. Je penserais pas qu'il dépasse Misha, Higgins, Schaefer. Mais je pense que Martin pourrait être à sa portée. Et évidemment, McQueen aussi. Donc, est-ce qu'il pourrait sortir top 5? Absolument, absolument. Est-ce que moi, je le mettrais top 5? On verra. Mais pour une équipe, c'est sûr que ce joueur-là, qui est facilement projetable, ça vaut de l'or. Ouais, 100%. Desnoyers. Ouais, Vas-y, vas-y, Marco. Non, vas-y. C'est un attaquant, c'est un joueur de centre qui est tellement intelligent, polyvalent. C'est un gars qui est particulièrement fort dans la transition et la distribution de rondelles. Je pense que c'est là que des fois, il y en a qui vont peut-être questionner sa production offensive au prochain niveau et tout, mais c'est un gars qui a produit partout ce qui a passé. Ces gars-là, d'habitude, ça va encore produire. Puis, s'il fait juste commencer à tirer peut-être un peu plus au filet, ou ce que des fois, c'est peut-être ça qui se fait rapprocher, ou ce qu'il essaie peut-être de chercher la passe au lieu de tirer, c'est un ajustement qui est assez simple à faire. Là. Il y a une bonne vitesse de base. Oui, des fois, on peut l'avoir un peu plus explosif pour qui va se créer plus d'occasions, mais il y a le package d'un joueur de la Ligue nationale. Fait que, surtout avec la blessure, comme on parlait un peu plus tôt de McQueen, je pense qu'il y aurait on tomberait pas en bas de notre chaise s'il se glissait dans le top 5. Là. Puis ce qui est le fun, c'est que quand il va arriver dans le national de hockey, tu le sais très bien que tu vas pouvoir l'utiliser sur ton quatrième trio, 11 minutes par game, puis il va quand même progresser, puis il va avoir un... Tu sais, c'est le genre de joueur qui n'a pas besoin d'être sur un top 6 ou un top 9 avec du temps sur l'avantage numérique pour s'épanouir. Il peut augmenter, il peut ne pas avoir des passes droits, commencer dans le bas de l'échelle, puis tu sais quand même qu'il va progresser. Il n'a pas besoin de passer 3 ans dans la Ligue américaine de hockey, selon moi. Il va pouvoir commencer assez tôt dans la Ligue nationale de hockey en étant semi-protégé pour qu'il s'adapte ce à 4, puis après ça, il va juste augmenter, un peu comme Suzuki a fait. T'sais, c'est pas le même genre, là, mais c'est le genre de joueur que peu importe où il va jouer, à quel moment, combien de temps, il va avoir le même rendement. Quand tu as cette intelligence-là, puis la polyvalence qu'il a, il va s'ajuster, il est capable d'être partout dans le line-up, un peu un couteau suisse, comme on pourrait dire, pour commencer sa carrière, mais il va upgrader rapidement dans un line-up au niveau de la nationale à cause de son intelligence, puis son talent à fabriquer des jeux, puis rendre les autres meilleurs autour de lui. Exact. Dans le cas de Justin Carbonneau, autre joueur qui est potentiellement ciblé pour une sélection en première ronde dans la LHJMQ, Marc-Olivier, est-ce que l'attaquant de l'Armada peut aspirer à peut-être se frayer un chemin dans le top 15 pour le repêchage? Présentement, il est classé 13e nord-américain en ajoutant quelques Européens. On parle peut-être d'une sortie autour du 15-20 dans ce coin-là. Est-ce que sa progression peut l'amener à sortir encore plus haut, tu penses? Oui, moi je pense que oui, parce que Justin Carbonneau, c'est un gros bonhomme, il est rapide, il est puissant, il est capable de dominer dans les batailles physiques. C'est un gars qui travaille fort, il a une vision de jeu qui est assez avancée, il est capable de faire des passes dans des espaces serrés. Il fait preuve qu'il a du awareness à la glace, il sait ce qui se passe et tout. Est-ce qu'il peut des fois prendre des risques inutiles et commettre des erreurs? Oui, comme n'importe qui. Mais son package, je pense que ça pourrait... C'est un gars que tu vas voir un match de l'Armada, mais tu le remarques. Il te saute dans les yeux, il te flash. Fait que c'est sûr que pour des recruteurs de la nationale, c'est le fun à voir. Puis il veut pas, quand tu as une organisation, tu veux des gars, oui, qui vont aider l'équipe, mais que les partisans vont aimer. Je pense que Justin Carbonneau, c'est ce style-là aussi que les gens, les partisans de peu importe l'organisation pour laquelle il se fait repêcher vont apprécier. Fait que, ses qualités techniques, ses qualités physiques, son tir, ses passes, ça fait en sorte que je n'irais pas jusque-là, mais il serait capable de challenger Desnoyers pour le premier espoir au niveau de la Ligue junior majeure du Québec parce qu'il a vraiment le total package. Il est peut-être un peu moins polyvalent sur certains areas de la game que Desnoyers l'est plus. Mais autre que ça, il shoot le puck, il a une touche de marqueur, il score dans un gros moment. Il a vraiment les atouts pour, à mon avis, être un joueur du top 10. Il répond à la pression adverse. Là. C'est pas un gars qui se cache. Je allé voir au Saguenay assez récemment. Puis c'est le gars que les Saguenayens mettaient le plus de pression dessus. Puis il n'y avait pas de problème pour lui. Puis ce qui m'a fait rire m'amener, c'est qu'en relance, pendant, je pense, un avantage numérique, on l'a
tous entendu dans les estrades dire « Ah! » parce qu'il échappait à Puck. Puis écoute, c'était quand même le fun d'être dans la section que le monde, à chaque fois que Justin Carbonneau passait avec la Puck, « Ah! » J'ai pas trouvé ça immature qu'il fasse ça. C'était comme, là, tu donnes du fuel à l'équipe pour te donner de la merde. J'ai tellement trouvé ça drôle. Puis au gars, parce qu'il y a un certain caractère que si tu te mets à le craquer comme ça, ben il va répondre. Ouais, puis on l'a écœuré. C'est ça. Les partisans l'ont écœuré pas mal, mais ça l'a pas dérangé pendant tout. Puis il a répondu aux attentes pendant la game. Mais on l'a vu partout, tout le temps. Fait que non, j'ai appris à le connaître un peu plus par rapport au préliminaire. Là. À mon ranking préliminaire, puis il y a total package, puis son entraîneur, on l'a dit au préliminaire, mais son entraîneur l'utilise de plus en plus sur le piqué. En fait, il est sur le premier désavantage numérique dans les visionnements que j'ai fait, puis il est très bon, très dynamique, bon bâton, donc je trouve vraiment que sa progression est intéressante. Je vous shoot une question de Stéphane Gingras, parce qu'on est dans le sujet de Justin Carbonneau. Tu sais, depuis quelques semaines, disons-le, Caleb Desnoyers avec Montréal, on aimerait ça, tu sais. Mais soudainement, le Canadien s'est mis à gagner. Puis quand on gagne dans le hockey de la Ligue nationale, ben on recule au repêchage 2025. Est-ce qu'on pense, messieurs, que Justin Carbonneau serait un bon fit pour le futur du CH, considérant qu'on a tendance à reculer au repêchage, puis que en fonction des listes présentement, Carbonneau pourrait être une certaine cible pour le Canadien? Oui. C'est sûr qu'il va être étudié pour les deux choix du Canadien de Calgary puis du Canadien de Montréal. Parce qu'il y a tout ce qu'il recherche un peu, puis en plus, il y a du talent. Oui, c'est un Québécois, mais c'est pas juste ça. Il y a plein d'autres atouts qui font en sorte qu'on voit que sa progression n'est pas funny, puis qu'elle va juste augmenter. Non, exactement. Enlève le fait qu'il soit québécois. Je pense que c'est un espoir que dans les rangs où ce qu'ils vont être, si les choses continuent d'aller comme ils vont au Canadien de Montréal, ils vont regarder ce joueur-là. Parce qu'avec toutes les qualités qu'on a parlé, son talent, il est rapide et puissant, et ainsi de suite, qui viennent du Québec, de l'Ontario, de la Russie, c'est un joueur qui fit le profil pour être un gros allié droit. Au niveau professionnel, tu es capable de le projeter là-dedans. Fait que c'est sûr à 100% que ça pourrait être un target. Là. Ça m'étonnerait pas qu'ils prennent un centre ou un défenseur droitier dans ces ranges-là. Mais Carbonneau, c'est sûr qu'il va être sur la liste. Là. Un joueur qui connaît une très bonne séquence dans la LHJMQ présentement, et c'est Bill Zonon. C'est un gars que de plus en plus dans les listes, on parle de lui comme le troisième joueur de la LHMQ qui rejoindrait un top 32. Je sais que dans la liste préliminaire de Seb, je crois, au TSLH Espoir, je pense qu'il l'avait dans son top 32. C'est son genre, en tout cas, oui. Bill Zonon, qui est quand même classé 29e pour les patineurs nord-américains, ce qui fait en sorte que, en joignant encore une fois des patineurs européens, glisserait en dehors du premier tour. Est-ce que pour toi, Pascal, c'est une surprise en soi de voir Zonon au 29e? Puis par la suite, tu sais, Marco, tu pourras ajouter sur ce que tu as vu de Zonon cette saison là, du côté de Rouyn-Noranda? Non, pas vraiment. C'est sûr que c'est un late, donc tu sais, des fois, la centrale, pas qu'elle aime pas les late, là, mais les font descendre un peu. Mais il joue tellement avec un petit bâton. Je sais pas si vous avez regardé, là. Sérieux, je comprends pas. Ce gars-là, il joue avec un bâton, ça de long. En tout cas. Je trouve ça. C'est un pro du mini-hockey. Ouais, ben, exact. C'est vraiment un petit bâton, bref. Mais il y a beaucoup d'attributs physiques, athlétiques, si on veut, là. Très rapide, physique. Oui, pas assez physique à mon goût. On dirait qu'il se pas. Je trouve qu'il n'y a pas encore trouvé nécessairement pas sa voix, mais son profil à travailler dessus. Je trouve qu'il est utilisé comme un attaquant de talent. Mais moi, je le projette pas mal plus comme un attaquant physique et tout. Donc, c'est tout le temps ça avec les joueurs talentueux avec un gabarit. On les projette comme attaquants de puissance, mais eux, ils jouent plus une game talentueuse. Donc, c'est bien qu'ils se développent au niveau du talent. Mais
moi, j'aimerais qu'il soit plus physique, plus en ligne droite. Puis c'est pas nécessairement ça, mais il survole la JMQ. Il est vraiment, vraiment solide. Il est dangereux en tout temps, malgré son petit bâton. Donc, je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait sortir même entre 20 et 25 à cause de recruteurs qui tombent en amour un peu avec son profil puis le voient sur une façon X. Mais des fois, c'est un petit piège qu'il se développe pas comme ça parce que c'est pas comme ça nécessairement qu'il veut jouer. Donc, c'est ça. Fait que, non, je comprends son classement. Puis avec la quantité de petits joueurs qu'il y a cette année, c'est juste normal qu'il sorte peut-être un peu plus haut qu'on peut penser. Et peut-être un peu plus bas que d'autres peuvent penser. Mais bref, je trouve que le classement est correct. Oui. Moi, je ne serais pas surpris qu'il sorte en première ronde. C'est quand même un joueur qui est assez complet. Il a un gabarit intéressant. C'est un joueur qui est intense. Oui, il faut qu'il améliore un peu son côté physique, comme Pascal en a parlé. Je pense que la dernière fois que je suis venu sur le podcast, on parle un peu de comprendre son identité de joueur. Je pense que c'est peut-être quelque chose que je pense qu'il la comprend. Il ne faut pas oublier que quand tu joues au niveau junior majeur, oui, tu es peut-être projeté comme un joueur plus de un power forward au niveau de la nationale, parce que c'est moins axé sur l'offensive, mais quand tu as toutes les qualités que Bill Zonon a présentement, tu es capable de produire offensivement au niveau junior majeur, malgré que c'est peut-être pas le rôle que tu vas avoir en haut. Est-ce que ça peut le nuire? Peut-être, peut-être pas, mais il y a les atouts. C'est un gars qui travaille extrêmement fort. C'est un athlète naturel. Moi, je l'ai vu depuis que 14 ans. Je n'ai pas suivi chacun de ses matchs, évidemment, mais je le connais depuis très longtemps. Puis, il a tant été dominant dans son patin, dans sa glisse, dans ses croisements et tout. Des fois, il ne veut pas. Son patinage puis son élément de rondelle en situation de vitesse, des fois, ça peut être amélioré comme n'importe qui, mais il y a un package très intéressant. Ça va juste être de voir, OK, l'équipe qui va le repêcher, où est-ce qu'il l'identifie en termes de rôle, puis est-ce qu'il est prêt à faire les ajustements nécessaires, mais je ne serais pas surpris qu'il soit un choix de première ronde. Si on poursuit avec les joueurs de la LHJMQ, un joueur qui a continué de glisser et continué de glisser, c'est un joueur que tu connais particulièrement bien, Pascal. Je pense que toi aussi, Marc-Olivier, tu vas être en mesure de nous éclairer sur cette chute un peu décevante pour Émile Guité, attaquant des Saguenayens de Chicoutimi, qui, on revient un peu à ce qu'on parlait tantôt. Il y a un an, Émile Guité était un des espoirs en vue pour ce repêchage-là. Présentement, il est dépassé par Caleb Desnoyers, par Justin Carbonneau, par Bill Zonon, puis c'est totalement justifié avec ce qu'on voit cette année. Mais là, quand on descend un petit peu plus loin, on a Zachary Morin, que c'est un joueur qui n'a pas joué énormément là, dans USHL. Là. Ça jouait 8, 9, 10 minutes dans USHL avant de transférer avec les Sea Dogs de Saint John. Puis ça va relativement bien pour Zachary Morin, qui est au 47e rang des patineurs nord-américains. Par la suite, on a Matteo Nobert également au 53, Nathan Quinn qu'on a parlé tout à l'heure, pour finalement retrouver Émile Guité au 61e rang. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoirs de la LHJMQ qui ont progressé puis qui se sont taillés un rang vraiment supérieur à Émile Guité. Pascal, est-ce que la chute va se continuer dans le cas d'Émile Guité? Est-ce qu'on commence à voir un petit peu plus le joueur qu'on s'attendait ces derniers temps? Non, c'est ça qui est problématique. Tu as tout nommé des joueurs qui ont progressé, qui ont un impact, qui sont polyvalents. Lui, c'est un shot. Puis l'année passée, après le U17, ça allait quand même, j'en ai déjà parlé, ça allait vraiment bien avec Alex Wang aussi, qui était revenu d'équipe Canada rouge, je pense, bref, ou black, bref, en tout cas. Puis ça allait bien tout le reste de la saison. Ils ont vraiment eu un impact. Ça allait super bien. Émile Guité est devenu le meilleur joueur des Sags après ça, meilleur que même Massé. Puis là, il arrive au début de la saison. C'était le même Guité que l'année passée avant le U17. Puis il régresse. Il fait... Je trouve, en tout cas, bref, de ce que je vois en ce moment, il y a beaucoup de questions, moi personnellement, autour de son essai de travail sur la glace. Il fait des changements... bourrasseux. Dans le fond, des fois, il va changer parce qu'il n'a pas réussi un jeu, puis c'est pas le bon moment parce qu'il a créé un surnom, va changer, abandonne la POC, la POC s'en vient, c'est pas grave, va changer. Se place pas dans le trafic pour les passes, occupe pas les espaces libres. Quand il y a un tir, va pas changer ses angles. On dirait qu'il tire à la débarrasse à la place de, comme avant,
de faire les bonnes choses pour soit aller sous l'écran pour lancer un tir voilé. Dans le fond, tout ce qui faisait sa force l'année passée et puis là. Fait que ce gars-là, il est pas nécessairement bon en défensive. Il a pas un patin incroyable. Transporter la rondelle, c'est pas facile. Il y a plus rien. Il y a plus rien. Je sais pas si c'est un problème d'organisation, parce que chez les Sags, c'est pas tant facile de développer les joueurs de national de hockey. On dirait que dans leur année de repêchage, il y a tout le temps une régression, il y a tout le temps quelque chose qui se passe avec les Sags. Je sais pas ce qui se passe. Mais, bref, ils sont quand même bons en tant qu'équipe. Mais avec les joueurs top-notch pour la Ligue nationale de hockey, la progression n'est pas tout le temps là dans leur année de repêchage. Donc, je sais pas ce qui se passe avec Guité, mais est-ce qu'il va devenir un on-draft? Ça n'a pas de bon sens que ce gars-là, le talent qu'il a, de voir ce qu'il fait en ce moment, en fait, ce qu'il fait pas sur la glace. Non, je sais pas ce qui se passe, mais le profil de joueur en ce moment, c'est un shot, puis le shot marche pas. Ouais. C'est ce qu'on fasse. Non, exact. C'est un gars, je pense, qui a tellement mis la barre haute l'an dernier. Ouais. Tu veux pas, c'est un gars qui est sorti deuxième au total au repêchage du junior majeur après Caleb Desnoyers. C'est un gars qui est arrivé à 16 ans à Chicoutimi. Ça a été excellent pour lui, incroyable. Il va au Team Canada U17, ça va bien. Participe au Ilanka Gretzky cette année. Si je me trompe pas, il a raté un peu de temps en début de saison cette année. Est-ce que c'est une mononucléose, ainsi de suite. Ça, ça a un impact sur un gars. Par exemple, il fait pas ce qu'il faisait qu'il rendait. Il fait pas ce qu'il faisait avant pour avoir du succès. C'est un gars qui a un lancer incroyable, prend moins son lancer. Il est beaucoup moins impliqué. Puis quand il n'est pas impliqué dans le jeu, son efficacité abaisse. Son jeu de transition, c'est un aspect qui a amélioré, d'être capable d'être plus direct en attaque, d'être plus souvent en tant que porteur de la rondelle, en créant ses propres occasions, comme il faisait l'an passé, parce que cette année, il est plus en retrait, puis il espère que la rondelle va le trouver, puis va avoir le opening pour lui. Il est moins out there à aller chercher et créer ses propres occasions, il est plus en attente. Est-ce qu'il va être drafté? Oui, il va être drafté. Il y a un club qui a vu des choses, c'est quand même pas juste une saison qui fait un joueur. Est-ce qu'il va chuter à cause de ça? Oui, mais de l'autre côté, c'est un gars qui a tellement de talent, il a tellement d'atouts qu'il pourrait partir sur un strike, arriver dans les playoffs, puis retrouver l'Émile Guité, puis reprendre un peu. Je dis pas qu'il va tomber dans le top 10 du draft, mais il pourrait reprendre des rangs qu'il a perdu malheureusement depuis le début de la saison. C'est un gars qui a tellement de talent que si l'étincelle le touche, il pourrait retrouver un peu ses repères. Parce que pas, dans sa situation, il doit avoir de la pression avec le repêchage. Quand il y a de la pression, le bâton il peut être un petit peu serré. Ça l'affecte tout. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très positif en Émile Guité. Je pense que les clubs sont capables de voir ça. Mais ils ont hâte que justement que le petit quelque chose négatif s'en aide, qu'il retrouve un petit peu ses repères de joueurs qu'on a tous vus à 16 ans, mais aussi au midget 3 auparavant. Puis tu sais, c'est ça. Fait que la balle est dans son camp. Puis c'est sûr que c'est le travail du recruteur d'aller parler aux joueurs, son entraîneur et tout, pour avoir un portrait de la situation. Donc, c'est quelque chose que moi, je peux pas faire nécessairement. Sauf si je suis vraiment, vraiment insistant. Ça me tente pas. Donc, non, c'est ça. Fait que on verra ce qui va se passer d'ici les séries pour Émile Guité, mais ça s'annonce pas très positif pour le moment. J'ai l'impression de revoir encore le cas de Maxime Massé l'année passée. Maxime Massé, on voyait le talent, mais des fois, on trouvait qu'il manquait peut-être un petit peu d'ardeur au travail, notamment dans ses replis, en zone neutre également. Puis c'est un gars qu'on voyait vraiment quand même un des meilleurs espoirs de la LHJMQ. Finalement, ça n'a pas trop paru au repêchage. Ça n'a pas été aussi flagrant que ce qu'on voit présentement d'Émile Guité. Fait que, tu sais, il y a lieu de se demander, considérant que c'est une cohorte de la LHJMQ qui est meilleure, considérant aussi que la glisse est vraiment plus phénoménale que Massé, tu sais, ça se pourrait qu'il sorte milieu repêchage, effectivement. Puis ça serait quand même une déception en soi pour lui. Mais comme on dit souvent, le repêchage, c'est pas la finalité de tout, c'est le début de quelque chose. Fait que, tu sais, ça va être par la suite à Émile Guité de se relever les manches puis de continuer à progresser malgré cette petite déception-là, si on veut. De se faire échanger à Sherbrooke, d'après moi, ça irait mieux à Sherbrooke. Les joueurs se développent vraiment mieux à Sherbrooke, l'Armada et tout. Donc, j'ai l'impression que
sa prochaine année, puis les années prochaines, ça sera pas avec les Saguenay. Ben, en même temps, les C'est sûr que Sags, des fois, il y a des fits qui sont pas là non plus. Tu sais, le fit n'a pas été là à 16 ans, puis après ça, boum, il y a d'autres joueurs qui rentrent, puis c'est moins là. Ton rôle, il change. Mm. Il y a plein de choses dans la vie des joueurs, mais c'est sûr que des fois, peut-être un changement d'air pourrait lui faire du bien. Mais même s'il glisse au 5e tour, au 6e tour, au 7e tour, c'est un gars qui a assez de talent que it's worth the risk. Ouais, Pour c'est les ça. organisations, it's worth the risk, puis l'an prochain, il peut revenir et exploser. Quand Maxime Massé, c'est parce que c'était son patin qui était le gros point d'interrogation pour les clubs. oh, oui. Est-ce que oui, il y a le talent de scoreur puis il garde le mettre dedans, mais est-ce que son patin va être correct? Même pas bon, va-tu être correct au niveau professionnel? C'était ça qui était un peu le question mark. Mais pour Guité, le package est là. C'est juste de le remettre en branle, puis les clubs espèrent que ça se passe rapidement. Là. Il y a le gabarit au moins, pas comme un gars comme Justin Poirier, mettons. Là. Fait que, il y a ça Exact. qui joue pour lui. Là. Exact. Puis, tu sais, c'est drôle parce que Maxime Massé, on a reçu par après que c'était une condition de santé qui faisait qu'il y avait peut-être le souffle-court un peu. Puis, tu sais, on se posait la question, genre, t'as l'air un peu sceptique par rapport à ça. Mais moi, je me fie à ce qui est sorti dans. Ça, c'est des fois, c'est en tant qu'agent, tu protèges puis tu camoufles. Puis regarde, il est repêché aujourd'hui, puis les choses vont bien, fait que tant mieux pour lui. Mais Ouais, est-ce que c'était ça, je sais pas, là, mais des fois, il y a des petites. On lance une perche là, pour voir si ça peut aider. Là. Ouais, j'étais sur place quand il s'était blessé à la jambe, massé, puis pauvre gars. Ça avait pas de l'air à faire du bien. Mais bon, bref, il y avait Stéphane Pilote aussi, le recruteur des Ducks qui était là sur place quand ça s'est passé. Et au moins, là, il est là, puis ça va quand même bien pour lui. Là. J'ai pas regardé sa fiche, là, mais sur la glace en tant que tel, ça va quand même bien, malgré le fait qu'il joue souvent avec Guité. Ouais. Tout à l'heure, messieurs, je vous mentionnais que mes plus grosses surprises se trouvaient chez les gardiens de but pour la liste de la centrale. Puis, je vais y aller brièvement. Là, au numéro 1 des gardiens de but nord-américains, on retrouve Joshua Ravensburgen, c'est pas vraiment une surprise pour moi, honnêtement. Là. La surprise est plus dans les autres qu'on va mentionner plus tard. Puis dans la liste européenne, Piotr Andreyanov qui est premier, suivi de Love Arenstein et Simeon Frolov. Honnêtement, il n'y a aucune surprise là-dedans. Puis, vous allez le voir quand je vais sortir mon classement là, des gardiens de but. Là, c'est quand même assez tendanciel et ça représente bien les performances de ces gardiens-là. Fait que les surprises ne se trouvent pas là. Les surprises du côté des gardiens de but nord-américains, c'est dans la LHJMQ et Marc-Olivier, très content de t'avoir sur le podcast pour en jaser parce que Lucas Beckman, Yes. Samuel Meloche, Pascal, je dois te dire que tu m'as dit en début d'année, surveille ce gardien-là, il est intéressant. Donc, je tiens à te féliciter du coup d'œil rapide. Mais Lucas Beckman et Samuel Meloche sont respectivement 3e et 4e dans la liste de mi-saison de la centrale de recrutement. Et ils sont devant Jack Ivankovic. Que pour moi, ça demeure quand même une surprise. Puis le fait aussi que Jack Ivankovic a été choisi par Hockey Canada au championnat mondial junior et pas Joshua Ravensburgen. Ça n'aurait pas changé les performances du Canada parce que Ivankovic a gaulé un match. Mais quand même, c'est tout de même une surprise dans ce classement-là. Marc-Olivier, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de côtoyer, voir, analyser Lucas Beckman et Samuel Meloche, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ces classements-là pour les gardiens de la LHJMQ. Je les ai vus jouer, évidemment, au niveau midget 3, au niveau Bantam, au niveau junior majeur maintenant. Si je reviens, je fais une petite parenthèse sur Ivankovic. La raison qui est là, c'est pas compliqué, c'est que 5 et 11. C'est la seule raison qui est là. Oui. Si est La 6 taille et 2, importe. si est 6 et 2, il est numéro 1. C'est pas compliqué, c'est vraiment ça la raison. Il est top 15 puis numéro 1. Exact, c'est vraiment ça la raison. Lucas Beckman, je pense que c'est un gars que l'an passé, quand il est monté, je ne me trompe pas, il est monté au fight l'an passé avec le Drakkar.
avec Charles-Édouard Gravel qui était là. Et, le monde semblait questionner un petit peu ce move-là, parce que Beckham Moore s'en allait pour une année pour la conquête de la Coupe Gilles Courteau, avec une jeune recrue comme Beckman qui rentrait. Puis, il a été capable, parce que Beckman, c'est un gars qui a un gabarit intéressant. À 6'1", c'est pas un 6'5", mais tu vois qu'il va encore grandir, tu vois qu'il a encore un potentiel à grandir. Puis, il était capable de faire le nécessaire pour prouver qu'il était capable d'avoir une constance dans sa game. Tu peux le mettre dans le filet contre n'importe qui, puis tu sais qu'est-ce que tu vas avoir soir après soir. Il est capable d'aller chercher le gros arrêt. C'est un gars qui est peut-être pas le plus technique, mais il fight pour aller chercher la rondelle. Puis, oui, ça peut le mettre dans le trouble à l'occasion, mais c'est un gars qui veut arrêter la puck. C'est un puck stopper. Est-ce que je suis surpris de le voir au numéro 3? Peut-être, mais en même temps, je vois je ne connais pas tous les autres gardiens de but sur la liste. Je ne peux pas le mettre là. Au niveau du junior majeur, ça ne me surprend pas qu'il soit le premier espoir classé parce qu'il y a beaucoup d'atouts, mais c'est surtout, je pense, sa constance match après match qu'il apporte, gagne ou perd. En première période, en troisième période, il t'amène la même chose. Puis en tant que gardien de but, c'est ça que tu vas aller chercher. Je pense que c'est ça qui le place là. Toi, je ne sais pas si vous vouliez embarquer sur Meloche, là. Pas sur Meloche, mais sur Beckman avant qu'on rentre sur Meloche, là. Ben, moi, je veux juste dire qu'il donne confiance à son équipe, puis tu sais, il joue pour une excellente formation, mais c'est pas un produit de la formation, c'est vraiment un membre à part entière qui c'est ce que je voulais ajouter. A un très bon rendement. Il est vraiment bon, puis tu sais, il augmente dans mon estime personnelle à chaque fois que je le vois, le petit maudit. Non, je suis d'accord. Puis après ça, si on rentre sur Meloche, c'est un gars qui est très... sa technique, son skating ability, comme on pourrait dire en anglais pour un gardien de but, qui parle de ses déplacements, comment il joue son crease et tout, sa position de base. Et en plus, c'est un gars qui est très, très, très technique. C'est un gars que tu peux regarder, puis tu dis crime, mais il goal comme Carey Price goalait. C'est un gros bonhomme, sa position de base. Il est très stable dans son œuvre. C'est un gars qui est très, très, très calme aussi. En termes de personnalité aussi, c'est un gars qui est très calme, qui est très posé, un peu plus réservé. Mais il n'y a pas grand-chose qui le dérange, lui, là. Puis il est là, il arrête le puck. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est à ce niveau-là? C'est que quand tu regardes un petit peu l'organisation des Huskies de Rouyn-Noranda, personne ne pensait au grand jamais qu'il allait être dans la position qu'ils sont présentement rendus après la date limite de transaction. Puis est-ce que c'est à cause de Meloche? Pas nécessairement à cause de lui, mais c'est quand même un gardien recru qui est rentré et qui a tenu le fort pour cette équipe-là, qui a cherché des gros points, cherché des gros matchs. Puis lui aussi, c'est un gars qui est assez constant. Oui, il y a des matchs que ça va moins bien comme n'importe qui, mais il est assez constant dans ce qu'il apporte. Puis il y a beaucoup, beaucoup de tools, comme on pourrait dire. Puis c'était un jeune qui a tant été excellent, qui a été dans le meilleur groupe de son âge. Fait que je suis pas surpris de voir le succès qu'il a. Je suis pas vraiment surpris de le voir parmi les meilleurs gardiens de but classés. Là. Autre surprise pour moi, puis tu sais, on revient encore sur ce sujet-là, mais c'était un espoir qu'on voyait possiblement comme le meilleur pour le repêchage 2025. Ça fait 2 ans qu'on en entend parler. C'est Gabriel Daigle des Tigres de Victoriaville, qui se retrouve quand même au 8e rang, mais il faut quand même contextualiser. Là, ça arrive souvent qu'il y a des gardiens qui se retrouvent dans ces eaux-là, 8, 9, 10 dans la liste de la centrale, qui finissent par même pas être repêchés. Ce ne sera pas le cas de Gabriel Daigle. Je suis convaincu qu'une équipe va le repêcher là, à 6 pieds 4, 211 livres, athlétique comme il est capable d'être. Je suis convaincu qu'il y a une équipe qui va dépenser un choix pour lui. C'est plus au niveau de la constance que ça a été difficile dans sa progression, je trouve. Mais la surprise, c'est de voir le gardien des Remparts de Québec, Louis-Antoine Deneau, qui est devant lui. Puis on parlait beaucoup de gabarit, Marc-Olivier, dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble, que c'est important pour un gardien de but. À 6 pieds 8, 206 livres, capable de bouger. Cette case-là est cochée. La case est cochée, pas pire. Puis j'ai l'impression que ça explique un peu son rang au 7e rang, des gardiens. Elle est cochée avec un gros marquette noir. C'est ça. Non, exact. Regarde, l'élément gabarit, lui, est là. C'est un late birthday en plus. Fait que, il y a eu une année d'ajustement dans la GMQ avant son repêchage. Fait qu'elle a aidé.
Mais c'est un gars que même à son gabarit, puis, tu sais, il grandit encore. Là. Je pense que là, c'est 6-8, mais ça ne s'arrêtera pas à 6-8, à mon avis. Euh, il amène, puis tu sais, si je compare les deux gardiens, oui, il y a 4 pouces de différence entre les deux, mais ça reste que c'est deux gardiens gros gabarit, rendu à 6-3, 6-4 ou 6-8, c'est un gardien gros gabarit, peu importe. C'est que Louis-Antoine Deneau, Québec n'avait pas un gros club l'an dernier, ils n'ont pas un gros club cette année, mais il apporte quand même une constance dans sa game. Il apporte quand même sans dire une fiabilité ou ce que il va donner une chance de gagner à chaque soir. La qualité des buts qui se fait marquer versus les bons buts versus les mauvais buts. Il n'y a pas tant de mauvais buts qui se fait donner. Oui, comme n'importe quel dernier but, mais il amène une constance là-dedans, puis il est capable d'arrêter la rondelle, puis il ne veut pas à son gabarit. Ben, tu peux y apprendre beaucoup de choses parce qu'il en couvre beaucoup d'espace dans le net versus Gabriel, ça fait quand même 3 ans qu'il est dans la Ligue. C'est arrivé comme le meilleur espoir. On en parlait dans les médias, ainsi de suite. Est-ce que ça a mis de la pression sur lui? Peut-être. Puis, malheureusement, je ne serais pas surpris qu'il ne soit pas repêché. À cause, évidemment, on regarde la fiche des Tigres de Victoriaville depuis la période de transaction. On regarde les derniers départs de Gabriel. Il y a beaucoup d'atouts, mais il y a quelque chose qui ne cloche pas, comme on pourrait dire. Quelque chose qui cloche, là, je veux dire. Il y a quelque chose qui cloche de son côté parce qu'il a comme jamais été capable de s'instaurer comme un gardien élite au niveau du junior majeur. T'sais, avant lui, il y avait Nathan Darbo. Avant lui, il y avait des gars comme Nicolas Ortubise, Fabio Jacobo. Eux qui ont été capables, oui, les équipes étaient différentes, mais ont été capables de tenir le fort et tout. Puis lui, la pression qu'il avait, c'était justement de rentrer là puis de tenir ce fort-là. Comme un peu Louis-Antoine Deneau l'a fait l'an dernier. Oui, Québec n'a pas fait les playoffs. Par contre, quand Quentin Miller est parti, ben, il a quand même tenu le fort et donné une chance à Québec de faire les séries. Où ce que Québec, je pense que c'est ça le question mark. Parce que présentement, il donne pas vraiment une raison aux joueurs, aux équipes de dire hey, lui, peu importe l'équipe, il va donner une chance à l'équipe de gagner. Présentement, il n'y a pas ce niveau-là. Il y a des joueurs à travailler. Est-ce qu'un changement d'air pour lui pourrait le faire du bien? Probablement. Mais il y a beaucoup d'atouts. C'est un gars qui est extrêmement fort. Quand tu le vois gauler, il travaille fort, il pousse, il est dominant dans son filet. Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas pour lui. Puis le fait qu'il n'ait jamais été capable de vraiment prendre le lead comme un gardien établi au niveau junior après 3 ans dans la Ligue, je pense que ça peut faire peur au club. Je pense que pour cette raison, il pourrait glisser à recevoir seulement une invitation à la fin de la journée. Tu vois la grosse différence, je trouve, entre Deneau et Daigle. Moi, Deneau, l'année passée, je trouvais que c'était un gros gardien, point. J'avais de la misère un peu avec son aspect technique. Je trouvais que ses lectures du jeu n'étaient pas toujours à point, je dirais. Ça vient avec le manque d'expérience, assurément, là, du côté de Deneau. Mais nette progression cette année, honnêtement. Puis c'est ce qu'on voit pas dans Gabriel Daigle. C'est la progression, il y a un manque de constance flagrant depuis l'année passée, Gabriel Daigle. Ça se poursuit encore cette année. Du côté de Deneau, on voit qu'il y a une progression. Fait je pense que ça va se continuer pour Deneau. Puis Daigle, l'écart va se creuser encore plus dans les différentes listes. Je suis pas mal convaincu. Moi, personnellement, je m'attends quand même à ce que Daigle soit repêché, juste pour le profil. Puis une équipe va vouloir essayer de le développer et tout. Mais c'est sûr que tout l'aspect mental de la chose pour un gardien de but est tellement important à gérer qu'avec ce que tu m'expliques, effectivement, je tomberai finalement pas en bas de ma chaise s'il n'est pas repêché. Je m'attends à ce qu'il le soit, mais s'il ne l'est pas, c'est pas une grande surprise, honnêtement. Non, exact. L'affaire qui pourrait le nuire. Ce serait une déception, par exemple, mais quand même. Oui. L'affaire qui pourrait le nuire aussi, je veux pas, c'est que c'est un late. Ça fait quand même 3 ans qu'il joue junior. Ça fait 3 ans que les recruteurs le voient jouer. Ça fait 3 ans que les organisations le voient. Puis, il n'y a pas eu tant de moments. J'ai pas vu chacune de ces games, là, loin de là, mais je pense pas que les recruteurs ont eu beaucoup de moments de dire, OK, là, on l'a. Là, on a le gars qu'on a besoin. Il n'y a pas eu beaucoup de flash à ce niveau-là. Puis, je pense que la différence entre Deneau et Daigle aussi, c'est que Deneau est rentré l'an passé. C'était une période d'adaptation, mais je suis peut-être fatiguant avec ça, mais il a compris son identité. Deneau, c'est un gros gardien de but qu'il faut qu'il goal à la Ben Bishop.
À la Jean-Sébastien Giguère. Fais-toi frapper par la rondelle. T'es gros, t'as pas besoin de te déplacer à droite puis à gauche, puis fais juste te faire frapper par la rondelle, that's it, that's all. Parce que Gabriel Daigle, à son gabarit, il pourrait être le même, un peu le style de gardien de but, mais il va gauler un peu plus comme un. J'en ai pas un qui est en tête, mais tu sais, sans dire un UC Saros, là, qui est même pas 6 pieds, mais tu sais, il joue plus ce style de game-là d'aller chercher les rondelles, d'aller faire les gros arrêts plutôt que de se faire frapper. Lundqvist gaulait de même. Lundqvist, fait que tu sais, Deneau, il a compris comment avoir du succès. Je dis pas que Daigle n'a pas compris comment avoir du succès, mais pour Deneau, c'est plus clair. Je pense que pour les équipes aussi, c'est clair quand ils voient un Deneau versus un Daigle, les différences entre les deux, puis entre les problèmes ou les forces et les faiblesses de chacun. Très bon tour d'horizon sur la liste de la centrale de recrutement. Puis évidemment, si les gens ont des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On va les traiter dans les prochains podcasts ou on va vous répondre directement dans les commentaires sans problème. Je vais dans un autre sujet complètement. Puis ça n'a pas été posé comme question directement sur Patreon, mais on s'est fait interroger là-dessus aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Là. Lane Hudson, une évaluation qui fait réagir. Corey Pronman a dressé son classement des meilleurs joueurs de moins de 24 ans, je crois, si 23, je ne me trompe pas, Pascal. 23 ans. Ouais. Moins de 23 ans. Tu sais, petite parenthèse, nous, on a fait l'exercice sur le TSLH podcast, puis l'épisode du top 50 à Pascal est exclusif à Patreon. Fait que ceux qui sont pas membres Patreon, vous pouvez pas l'écouter. Ceux qui sont membres Patreon, vous avez accès. Pourquoi on l'a mis en exclusivité Patreon? C'est que des exercices comme ça, il n'y a jamais personne qui est d'accord. Ah ben. Puis c'est pas parce qu'on veut pas non plus que les gens pas d'accord commentent, mais c'est juste que souvent, c'est des exercices que les gens se font tracher. Ouais, beaucoup. Puis, ben, en même temps, on vous laisse garder une exclusivité pour nos membres Patreon parce qu'on vous aime bien. Une pierre deux. Exact. Donc, l'exercice de Corey Pronman, c'est sûr que ça fait réagir. Peu importe, que ce soit Matvei Mishkov qui est 6e, puis que Demidov il est 15e, puis que Hudson soit 39e. C'est sûr que ça va tout le temps faire réagir. Des exercices comme ça. Là où ce que j'accroche, personnellement, c'est dans l'évaluation, c'est dans le pourquoi qu'on a placé Lane Hudson. Lane Hudson a été étiqueté comme un potentiel top 4 dans la Ligue nationale, mais c'est parce que Lane Hudson joue sur la première paire présentement et il joue très bien. Fait que, après ça, on parle d'un compete level average. Dans le national de hockey, ouais. J'ai un peu de misère avec ça, honnêtement. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette évaluation-là. Dans le fond, je la résume, mais Lane Hudson, compete level average, son patin en bas de la moyenne et son puck skills, son talent avec la rondelle, en bas de la moyenne. Si à son gabarit, c'était tout vrai, à moins que je me dans la Ligue nationale. Mais Pascal va aller checker, là, à moins que je me trompe dans la traduction. Là. Above average, ça va être au-dessus. OK. Bon, finalement, c'est une bonne évaluation. C'est ça, il est correct. non. Dans le fond, hockey sense high hand, dans le fond, pas élite, mais en dessous. Ouais, ça, j'étais d'accord, par exemple. Skating puis puck skill, c'est above average, donc au-dessus de la moyenne, puis compete level average, donc dans la moyenne. Le compete level puis le puck skills, honnêtement, ça, même si c'est en haut de la moyenne pour puck skills, je suis pas tant d'accord, là, honnêtement. Là. Je sais pas, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Là? Ben, son puck skills est élite. Je pense qu'il y a personne qui fait, ce qu'il fait en ce moment. Puis on a parlé au dernier podcast, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est là, à cette heure, il s'engouffre plus derrière 3-4 accumulations de feintes, puis il tue tous les jeux. Il fait une feinte parce qu'il y a quelque chose à faire après la feinte, puis après ça, il fait le jeu pour l'envoyer à un coéquipier ou le tirer au filet ou le domper dans le fond. Puis le compete level, c'est sa caractéristique principale qui lui a permis de tout faire ce qu'il fait malgré son gabarit. Fait que tu le mettes average, non,
ça fonctionne pas. Puis c'était ça aussi l'année passée, je pense, si je me souviens bien. Là. Je pense qu'il avait mis pas de skills dans la moyenne aussi. J'étais comme, non, ton évaluation est à côté de la track. Puis tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont mentionné qu'on dirait que c'est juste pour que ça se promène comme liste. Genre un coup sur ta crédibilité pour que ta liste se promène. Je pense pas. Je pense qu'il est juste honnête dans son évaluation, mais de mettre ça à average, c'est comme, tu l'as regardé depuis 3 ans? Mm-hmm. Parce que sérieusement, son compete, c'est sa caractéristique principale. C'est vraiment ça qui sa permet caractéristique que tout le reste est bon. qui lui permet de jouer puis d'être efficace avec son gabarit dans la Ligue nationale. Et constant. C'est ça. Exact. Parce que Lane Hudson, c'est un gars que, tu sais, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, où est-ce qu'il met au 39e rang dans sa liste. Mais par contre, je peux comprendre, Lane Hudson, c'est un gars que soit que tu vas adorer ou que tu ne vas pas aimer. C'est un gars que, quand il est rentré, qui peut être high risk, qui prend des risques, et ainsi de suite, que ça peut donner des cheveux gris, des cheveux blancs à ton entraîneur au partisan. Mais quand il rentre dans les détails de dire que son patin, il a des bons pieds, mais c'est pas des très bons pieds, son compete n'est pas là et tout. S'il n'y avait pas ces éléments-là, au gabarit qu'il a, ce ne serait pas un joueur de la Ligue nationale au moment où on se parle. C'est ça. Ce serait un joueur de la Ligue américaine, il s'en sortirait là. Mais il est capable de prouver soir après soir. Puis, je pense que sa production offensive en parle pour elle-même, puis ce qu'il apporte. Puis, il y a plus que qu'est-ce que Corey Proudman a écrit dans sa liste. Et comme on dit, c'est déjà, comme tu as dit tantôt, Matt, c'est juste une première pairing, son année recrue. Là. Fait que le projeter comme un top 4, c'est basé. Ouais, puis tu sais, dans le dernier podcast, le 9 janvier qu'on avait fait, le Canadien était dans les séries, genre, tu sais, il était dans vraiment le dernier équipe, le wildcard. Puis j'avais sorti quelques statistiques. Puis depuis que le Canadien l'avait mis, genre, sur la première paire, il y avait vraiment une bonne fiche. Puis il avait passé de 31 à 21 dans la ligue en l'espace d'1 mois. Fait que, tu sais, il m'a amené, pas pour rien, là, tu sais. Ils ont mis Matheson à droite, ils ont mis lui à gauche. Goulet, ça l'a permis de jouer à gauche, puis juste ça, puis son efficacité a fait en sorte que l'équipe a augmenté les classements. Tu sais, c'est pas juste lui, là, mais son impact est incroyable dans l'équipe. Là. Oui, mais tu sais, juste le fait qu'il y a plein de gars sur sa liste qui n'ont même pas joué un match encore à la Ligue nationale, qui sont devant, ils parlent beaucoup. Tu sais, je regarde un Biome, il va être très bon. Biome, ouais, c'est ça. Sur ça, j'étais vraiment pas content. Il y a 31 ans en avant de l'Innocentia qui est déjà établi, qui va potentiellement gagner le Calder, le trophée Calder, ou au moins avoir beaucoup de votes de son côté. Il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. Non, c'est ça. Biome, je suis pas un fan, j'ai pas été, je le suis pas encore. Donc, moi, quand j'ai vu ça, il était vraiment haut, puis moi, qui était genre 30 rangs plus bas. Okay. Fan ou pas fan des joueurs, c'est juste qu'ils n'ont jamais joué dans l'université encore. Comment tu peux comparer un gars c'est de la projection. C'est ça. Alright, c'était juste un petit coucou à la question qu'on avait reçue sur les réseaux sociaux concernant Lane Hudson, parce qu'on va conclure avec quelques dernières questions de membres Patreon. Ça va un peu à gauche et à droite, ça parle du CH, du repêchage et tout. Puis la première question, Pascal, je la trouve intéressante parce que ça vient toucher un peu la liste de la centrale de recrutement. C'est Stéphane Gingras qui nous l'a posé. C'est concernant LJ Mooney. Je sais que c'est un joueur que tu apprécies quand même pour son talent et tout. Avec l'exemple récent de Lane Hudson et aussi de Cole Hudson, et surtout des petits joueurs et de la rapidité d'exécution que la NHL s'en vient de plus en plus comme ça, est-ce qu'une équipe pourrait apprendre des erreurs passées et prendre une chance avec Mooney en première ronde? Et là, je tiens à dire que dans la centrale de recrutement, LJ Mooney se retrouve aux 200, dans les 210. Fait que c'est très loin pour LJ Mooney. T'sais, comment tu viens jongler avec ça dans ta propre liste? S'il y avait eu la même saison que l'année passée, s'il y avait eu un bon programme, peut-être. Mais là, il a été blessé assez sévèrement au genou. Il a vraiment eu un coup salaud au genou.
Ce qui a fait en sorte qu'il a manqué une partie de la saison, il est revenu, puis il est pas le même. Il n'a pas le même dynamisme, il a pas ça l'a affecté la blessure, puis l'équipe aussi en tant que telle est mauvaise. Donc, ça a un impact. Fait que non, je pense pas qu'ils vont faire un lien. Tu sais, oui, je pense que le rendement de Lynn Hudson aide, mais là, Lynn Hudson est comme unique un peu. Donc, c'est assez difficile de dire, OK, lui il est comme lui. Tu sais, comme toi, un Xavier Villeneuve, ben, il a un profil assez similaire, mais tu sais, est-ce que Lynn Hudson va aider sa candidature plus que LG Mooney, mettons? Ouais. Ce qui est plate avec Mooney, c'est ça. C'est qu'il est 5 et 7, 5 et 8. Il y a du dynamisme et tout, mais en ce moment, on le voit pas. Fait que, tu sais, Lynn Hudson, ce qu'il avait eu, c'est qu'il a été élite à chaque année. Il a été productif à chaque année. Il a eu l'impact à chaque année. LG Mooney, ça part mal parce qu'il a son draft year. L'équipe est pas bonne. Il est pas super bon. Il a été blessé. Donc, je pense pas que ça va avoir un impact. Est-ce qu'il va être repêché? Je pense que oui, parce que le nom est vraiment cool. Mais, on est en 7e ronde, là. C'est quoi qu'on repêche? J'ai un gars qui s'appelle Little John Mooney. Little John? On le prend. C'est ça. Fait que, tu sais, donc, je pense pas qu'il y a un lien à faire, mais je sais, la question, je sais où qu'elle s'en va. Puis je suis d'accord avec elle. Mais l'exemple de LG Mooney, peut-être pas. Mais d'autres joueurs qui, de plus en plus, vont avoir ce profil-là, comme Xavier Villeneuve, je pense que ça pourra avoir un impact. Faut pas oublier aussi que l'an passé, on regarde le repêchage, il y a 3 joueurs de moins de 5 et 10 qui ont été repêchés. Ouais. Non, c'est ça. Mais cette année, c'est vraiment un joueur de repêchage. Fait que c'est top. Fait que repêcher peut-être, première ronde. Même un gardien de but comme Ivankovic, première ronde, ça serait vraiment étonnant, alors qu'il est vraiment talentueux. Mais c'est l'air du temps va vers le gabarit. Je viens de donner une tape à Abeden pour ceux qui ne sont pas en vidéo. Donc, c'est ça. Ben, c'est le gabarit, sur une petite parenthèse, je parlais avec un recruteur de la Ligue nationale il y a quelques semaines, puis on parlait justement de défenseurs, puis la moyenne la moyenne de grandeur pour un défenseur au niveau de la Ligue nationale cette année, c'est 6-1. Ouais, c'est 6-1. Fait que si t'es en bas de 6-1, t'es un petit défenseur. Si t'es 6 pieds, t'es petit défenseur. Si t'es 6-1, t'es dans la moyenne. T'es même pas considéré avec un bon gabarit. Struble est un petit défenseur. Exactement. Alors que c'est pas le cas. Quand on parlait que le size et tout ça, que des fois on voit des gros bonhommes, des projets comme on pourrait appeler, mais c'est parce que le size est tellement important au niveau de la Ligue nationale que faut que tu sois bon en maudit pour passer là, si t'as pas ton 6 pieds. Là. Exact. Autre question, puis je la trouve intéressante. Elle risque de revenir souvent d'ici le repêchage 2025. C'est Simon Limoges qui nous pose la question. Si le CH repêche 8 et 13, seriez-vous prêt à échanger les 2 choix pour le 5e choix au repêchage? Absolument pas. Intéressant. Non, mais je sais, c'est pour aller chercher des noyés, mais non, je le ferai pas. Parce qu'il y a des bonnes options aussi au 8. Il va en avoir au 8. Il va en avoir au 13 aussi. Puis je suis pas sûr que la somme de tout va compenser la perte d'un actif pour aller chercher des noyés. Tu sais, oui, je l'aime des noyés, mais je penserais pas que ce soit intéressant. Même le choix 11 avec le 19, je pense pas que je le ferais. Tu sais, l'année passée, il y a eu un trade là, pour passer de... Je me rappelle pas des rangs, mais ça avait coûté juste un 42e choix. Le 42e choix pour passer de... Je me rappelle pas c'est de quel rang à quel rang. Bref, de 5-6 rangs dans ce range-là. Ça a coûté un choix de 2e ronde. Là, je pense pas que passer de 11 à 5, ça va coûter ça cette année, là. Mais non, je le ferai pas. J'essaierai d'envoyer un Joshua Roy puis un 2e choix pour monter dans le repêchage avec le 8e, là, ou le 11e, le 10e, peu importe. Là. Mais non, un 8 puis un 13, non, je le ferai pas. Désolé. C'est vrai que moi non plus, je le ferais pas parce que rendu là, si j'ai à échanger mes 2 choix de première ronde, ce serait pour aller chercher un joueur établi de la Ligue nationale. C'est tout. Un établi de 23 ans. Mettons. Ouais, exact. Ben, Marco, si tu veux y répondre, go for it. Je sais que Pascal, avec sa liste, c'est assurément une question pour toi que Guillaume voulait te poser. Ça serait quoi vos sélections pour Montréal pour les 2 premières rondes?
des cibles potentielles pour les 2 premières En rondes. termes de joueurs ou en termes de position? Ben, ça peut être intéressant de parler des positions. Marc-Olivier, toi, selon toi, dans les 2 premières rondes, ça serait quelle position tu ciblerais pour le Canadien? Ben, tu sais, ça dépend tant du numéro du rang que tu vas sélectionner. Moi, je pense que quand tu es dans le top 10, il faut que ce soit le meilleur joueur disponible. Évidemment, peut-être pas un gardien de but à ce rang-là, parce que le passé va nous parler que les gardiens de but repêchés top 10, même en première ronde, ce n'est pas tout le temps une garantie. Tandis que les joueurs repêchés top 10, c'est un peu plus de pourcentage de réussite. Fait que moi, ce serait vraiment le meilleur joueur possible si tu es capable dans le top 10. Puis après ça, ben, c'est sûr que on a repêché un Slavkovski, on a repêché un Demidov. Moi, je pense que d'aller chercher un ailier, ça pourrait faire du sens pour le Canadien de Montréal. Je pense que ça viendrait compléter bien quand même ce que sont en train de bâtir avec les espoirs du repêchage. Puis un peu plus tard, en deuxième ronde, selon ce qui reste en termes de gardien de but, parce que on a quand même nommé des bons gardiens de but, j'en repêcherais peut-être pas un en première ronde, mais commencer à protéger l'avenir, parce que si on regarde le pool de prospects du Canadien de Montréal dans le filet, dans les jeunes gardiens de but, il n'est pas si élevé que ça non plus. Fait que je pense que d'aller chercher un top gun en deuxième ronde, selon ce qui est disponible, ça pourrait faire du sens aussi. De ton côté, Pascal, as-tu des joueurs à cibler rapidement comme ça? Oui. Il va nous sortir une liste de 15 joueurs. Donc, c'est sûr qu'au centre, je vais aller par position maintenant. C'est sûr qu'au centre, je l'ai parlé un peu tantôt, mais Jack Nesbitt, c'est un gars qui m'intéresserait à partir de la milieu de la première ronde pour les Canadiens de Montréal. Jake O'Brien aussi, pour un choix un peu plus haut, autour du 10e, je pense que Jake O'Brien pourrait être disponible. C'est un joueur des Bulldogs de Brentford, que le Canadien connaît assurément beaucoup, parce qu'il jouait dans la même organisation que Florian Jackal l'année passée. Très intelligent. Et d'Owen Protz aussi. Owen Protz, ouais, c'est ça cette année aussi. Pour les centres, ça serait pas mal ça. Puis Ivan Ryabkin aussi, qui joue dans la USHL, comme j'ai dit tantôt. Je pense qu'il pourrait glisser à cause justement de toute la polémique qui s'est passée, mais je pense pas que le Canadien a peur de la polémique, vu qu'ils sont allés chercher Demidov, et qu'il joue en Amérique déjà. Donc son contrat est déjà résilié, si je me souviens bien, ou bien il a juste été prêté, je sais pas là. Mais il a battu les records dans MHL, puis c'est pas pour rien. Il a vraiment du talent, puis en plus il est hargneux. Pour les ailiers, c'est sûr que Lyndon Lakovic, je trouve que c'est vraiment intéressant comme joueur. C'est un beau mort-bust un peu, là. C'est un ailier. Mais bref, il y a le gabarit, il y a le patin, il y a le shot. Puis c'est juste que certains soirs, il n'est pas tout le temps là. Fait que je pense qu'avec le choix de Calgary, peut-être autour de 20, ça pourrait être quelque chose qui est intéressant. Carter Bear, je pense que tout le monde en parle, là, c'est oui. Je ne le vois pas dans le top 10, mais autour de 10, intéressant aussi. Mais c'est sûr qu'à 6 pieds... Pascal, oui, vas-y. Je t'interromps pour Carter Bear parce que Jean-Pascal Richer nous posait une question justement le concernant, Carter Bear, puis ça parle de sa progression dans les différentes listes, puis c'est quoi qui expliquerait justement le fait que ce gars-là, comme tu le dis, c'est un peu la tendance actuelle. Ben, c'est la progression. Oui, il y a un impact offensif, mais c'est la progression, c'est la projection dans le national de hockey qui est vraiment facile à faire. Puis il n'est pas 5 et 10, il est 6 pieds. Il joue sur le premier piqué, il joue sur le premier power play dans une excellente équipe, puis il n'est pas un produit de l'équipe. Ben, pas une excellente équipe, il est dans une bonne équipe, avec des joueurs vraiment exceptionnels en lui et Landon Dupont. Et ça fait en sorte qu'il y a une bonne production, il y a un impact sur les deux sens de la patinoire, il est tannant. Il est comme tout, il n'y a pas de défaut, ce gars-là. C'est peut-être le potentiel offensif maximal qu'on ne sait pas encore, parce qu'il il y a beaucoup de buts qui se scorent dans le WHL, mais il est facile à aimer, puis il a un nom de Dieu. Fait que il porte vraiment bien son nom. Carter Bear, là, c'est parfait pour lui. Mais c'est pas pour rien qu'il augmente, parce qu'il est tellement facile à projeter. Il y a tout. Fait que c'est ce qui explique sa montée. Ouais, ben, il est 6 pieds. Donc, c'est Crosby est 6 pieds. Donc, c'est pas... ou 5 et 11, là. Donc, oui, c'est pas super grand. Mais avec sa
sa hargnitude, avec sa hargne. Son indice de rugosité, Pascal. Son indice... Ben oui, Bear, c'est poilu, donc c'est ça, c'est rugueux. Avec sa grit, là. Ouais, avec sa grit. Non, mais sérieusement, il est vraiment impressionnant. Tu sais, n'importe qui, c'est un coach pet, là, il est rapide aussi, donc c'est juste, là, je pense pas que c'est un centre de premier trio ou un joueur de premier trio, c'est ça, plus un gars de milieu d'alignement, avec des jobs sur les unités spéciales. Bref, Carbonneau, je l'ai parlé un peu tantôt, c'est sûr comme ailier, c'est intéressant. Puis défenseur, j'ai plus l'impression qu'ils vont aller à droite, donc Radim Murtka. Logan Hensler, peut-être un peu vers le 20, il descend de plus en plus. Là. Mais un que j'aimerais vraiment beaucoup, malgré qu'il est gaucher, c'est Koshan Etchison. Parce que c'est un bully sur la glace. Il est terrible sur les adversaires. Il est dangereux en open ice. Le long des bandes, il est méchant en avant du net. Son patin ne fait que s'améliorer. Son tir est foudroyant aussi. Donc, un peu comme, tu sais, Goulet, son offensive, c'est son tir. En junior, en tout cas, c'est son tir. C'est le chaos qu'il créait en dirigeant des rondelles à leur filet. Ben, Etchison, c'est un peu ça, mais un petit peu plus aussi. Donc, voilà. Il y en a pour plein, les là. cibles... Puis pour les cibles gardiens de but, parce qu'on sait tous que le Canadien va aller chercher un gardien en 4e ou 5e ou 6e ronde, ben il va falloir attendre mon décompte des gardiens de but pour que j'aille chercher une petite pépite en Russie là, qu'on n'entendra pas parler. Là. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation au podcast. Merci Marc-Olivier d'avoir accepté l'invitation. Merci Pascal d'être toujours aussi présent. Merci aux membres Patreon d'avoir partagé vos questions pour ce podcast-là. Au début, on voulait faire un épisode strictement sur les sujets Patreon, puis les sujets nous ont tombé dans les mains avec la centrale puis les notes. Exactement. Fait que, donc voilà, merci beaucoup à tous. Puis on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Merci.